Tu travailles 60 heures par semaine. Tu arrives tôt, tu repars tard. Tu dis oui quand les autres refusent. Tu suis les règles. Tu sacrifies ton temps, ton énergie, parfois même ta santé, pour ton travail, pour ton équipe, pour cette promesse vague d'un avenir meilleur. Tu es loyal, honnête, fier de faire les choses correctement. Et pourtant, tu te retrouves coincé à regarder quelqu'un d'autre grimper les échelons. Quelqu'un qui prend des raccourcis, qui parle plus qu'il n'agit, qui connaît les bonnes personnes mais n'a pas tes compétences. Cette personne vit la vie que tu pensais mériter. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais peut-être que ce n'est pas la bonne question. Peut-être que la vraie question est, quel mensonge m'a-t-on fait croire? Depuis l'enfance, on t'a appris que le travail acharné mène à la récompense, que l'effort équivaut au succès. On t'a dit que si tu travailles dur, longtemps, avec assez de persévérance, le système finira par te remarquer, te reconnaître, te récompenser. Mais que se passe-t-il si cette équation est fausse? Pire encore, si elle n'a jamais été vraie. Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand qui a brisé les illusions et dévoilé les rouages cachés des croyances humaines, a écrit que le travail moral, celui qu'on glorifie pour son sacrifice, son obéissance, son humilité, n'a rien de noble. C'est une forme d'esclavage spirituel, un piège psychologique conçu non pas pour t'élever, mais pour te maintenir à ta place. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, c'est que dans un monde où le pouvoir détermine les résultats, la moralité est souvent utilisée pour contrôler ceux qui n'en ont pas. On t'a appris à croire que la vertu est sa propre récompense, que si tu baisses la tête et restes un bon petit soldat, la vie finira par être juste. Mais la vie n'est pas juste. La vie est compétitive, politique. Et le système que tu sers ne récompense pas la vertu. Il récompense la valeur. Pas celle que tu crées, mais celle que tu contrôles. C'est pourquoi une infirmière qui enchaîne des gardes de 12 heures gagne moins qu'un influenceur qui vend un cours pour devenir riche rapidement. C'est pourquoi un ouvrier qui se brise le dos chaque jour prendra sa retraite avec à peine de quoi vivre, pendant qu'un spéculateur boursier empoche des millions. Ce n'est pas ta faute si tu as cru au mythe. Ce mythe a été conçu pour des gens comme toi, pour te garder obéissant, pour t'empêcher de poser des questions dangereuses. Qui profite de ma loyauté? Qui tire profit de mon épuisement? Pourquoi le système vante-t-il le travail acharné tout en récompensant autre chose? Nietzsche ne t'a pas dit d'arrêter de travailler. Il n'a pas glorifié la paresse ou l'égoïsme. Ce qu'il a remis en question, c'est l'idée que le travail obéissant est intrinsèquement moral, que souffrir sans récompense est sacré, que la vertu réside dans la soumission. Il appelait cela la moralité des esclaves, un système de croyance né non pas de la force, mais de la faiblesse, non pas du pouvoir, mais de la peur. Si tu te sens coincé malgré tous tes efforts, tu n'es pas fou. Tu commences à te réveiller. Tu commences par voir que le monde ne dysfonctionne pas. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus compétents ou les plus altruistes. Ce sont ceux qui comprennent le pouvoir, qui savent le naviguer, le revendiquer et qui détachent leur valeur de l'approbation du système. Alors pose-toi la question. Et si travailler plus dur n'était pas la solution? Et si la croyance en un travail moral n'était pas ton salut, mais ta cage? Tant que tu ne confronteras pas ce mensonge, tu continueras à t'épuiser pendant que quelqu'un d'autre réécrit les règles. Regardons de plus près cette contradiction qui saute aux yeux. Si le travail acharné mène au succès, pourquoi les personnes qui travaillent le plus dur dans notre société luttent-elles souvent pour survivre? Pense aux ouvriers du bâtiment qui se lèvent avant l'aube et travaillent jusqu'à ce que leur corps hurle de douleur. Aux infirmières qui enchaînent des chiffres de 12 heures, courant d'un patient à l'autre, sautant des repas, sacrifiant leurs congés. Aux livreurs, aux agents d'entretien, aux chauffeurs de bus, aux camionneurs, ceux qui font tourner nos villes, qui font fonctionner le monde physique. Et pourtant, ce sont souvent les mêmes qui vivent de salaire en salaire, qui s'inquiètent pour le loyer, qui ne peuvent pas se permettre de tomber malade. Pendant ce temps, quelqu'un qui filme des vidéos de conseils pour devenir riche dans une Lamborghini louée gagne plus en un jour que cette infirmière en un mois. Tu l'as vu, tu l'as ressenti. Ce n'est pas une anomalie rare, c'est le système. Car si le travail construit le monde, il ne le contrôle pas. Les personnes qui gagnent le plus, PDG, gestionnaires de fonds spéculatifs, politiciens, influenceurs,
ne sont pas celles qui transpirent sous la chaleur ou qui s'épuisent dans le froid. Elles n'ont pas à pousser leurs limites physiques ou à sacrifier leur corps. Elles opèrent dans un domaine différent, celui de l'influence, de la perception, du contrôle. Elles ne se contentent pas de travailler, elles se positionnent, elles influencent, elles possèdent. Soyons brutalement honnêtes, nous avons construit un monde où la valeur n'est pas récompensée en fonction de l'effort, mais du pouvoir. Un monde où contrôler le capital, les réseaux, les récits, rapporte bien plus que produire quelque chose de tangible. Et ce monde est conçu ainsi. Il est tentant de penser que c'est injuste, qu'il y a eu une erreur. Mais ce n'est pas une erreur. C'est ainsi que le jeu a été organisé depuis des siècles. Le travail physique, aussi honnête soit-il, peut être remplacé, automatisé, délocalisé, dévalorisé. Mais le contrôle sur les ressources, les gens, les idées est illimité. L'infirmière ne peut soigner qu'un patient à la fois. L'investisseur peut déplacer des milliards d'un simple clic. Et le système favorise l'échelle. C'est là que le mensonge du travail moral devient particulièrement cruel. On nous a conditionnés à croire que souffrir est noble, que l'endurance est honorable, que ceux qui servent en silence, qui se sacrifient sans se plaindre, sont la colonne vertébrale morale de la société. Et ils le sont. Mais la moralité ne paie pas les factures. Les éloges ne construisent pas de richesse et le sacrifice ne se traduit pas automatiquement en influence. Pendant que la classe ouvrière est encouragée à garder la tête baissée et à être reconnaissante, ceux qui sont au sommet apprennent la stratégie, le droit, la manipulation, l'acquisition de capital. On leur enseigne non pas à servir mais à gérer, non pas à endurer mais à dominer. Ils apprennent les règles puis comment les réécrire. Alors pose-toi cette question. Si le travail moral est si vertueux, si essentiel, pourquoi ne vient-il pas avec le pouvoir? Pourquoi les travailleurs les plus indispensables sont-ils aussi les plus jetables? Pourquoi la société prêche-t-elle la valeur du travail acharné tout en dirigeant les récompenses ailleurs? Nietzsche dirait que c'est parce que le système moral lui-même a été conçu par les puissants. Non pas pour libérer les masses, mais pour les apaiser. Il enseigne l'obéissance, pas la souveraineté, le sacrifice de soi, pas l'affirmation de soi. Il glorifie la soumission et punit ceux qui osent remettre en question la hiérarchie. C'est pourquoi le mensonge persiste. Il profite à ceux qui sont en charge. Il maintient les gens dans l'espoir, dans l'effort, dans l'attente d'une récompense qui ne vient jamais. La promesse d'un « un jour » est la chaîne la plus efficace jamais forgée. La question devient alors claire. Si le travail acharné ne mène pas au pouvoir, qu'est-ce qui y mène? Et plus important encore, es-tu prêt à désapprendre le mensonge qu'on t'a inculqué? Pour comprendre comment ce mensonge s'est enraciné, pourquoi le monde continue de récompenser la manipulation plutôt que le mérite, la perception plutôt que la persévérance, il faut aller plus loin. Il faut examiner les fondations des valeurs qu'on nous a appris à suivre. Et pour cela, nous nous tournons vers Friedrich Nietzsche. Nietzsche ne voyait pas la moralité comme un bien universel. Il la considérait comme une arme, créée, façonnée et utilisée par ceux qui détiennent le pouvoir pour servir leurs propres intérêts. Pour lui, ce que nous appelons moralité n'est pas une vérité, mais une stratégie. Il distinguait deux systèmes moraux opposés, la moralité des maîtres et la moralité des esclaves. La moralité des maîtres naît de la force. Elle célèbre l'ambition, l'audace, la créativité, la volonté de façonner le monde. Elle ne demande pas la permission, ne cherche pas à être reconnue. Elle déclare sa propre valeur. Celui qui incarne la moralité des maîtres définit le bien par ce qui renforce son pouvoir, sa liberté, sa capacité à construire et à commander. La force n'est pas vue comme une menace, mais comme une vertu. La vertu, c'est ce qui affirme la vie, le pouvoir, les possibilités. La moralité des esclaves, en revanche, naît de la faiblesse. Elle émerge de ceux qui ne peuvent pas rivaliser sur le champ de bataille du pouvoir. Alors, ils redéfinissent les règles. Ils prétendent que l'humilité est supérieure à la force, que l'obéissance est plus noble que la domination, que la souffrance est un signe de pureté morale. Dans ce système, les qualités autrefois associées à la faiblesse sont transformées en vertus, car c'est la seule façon pour les impuissants de trouver de la dignité dans un monde qu'ils ne contrôlent pas. Et voici le piège. Une fois que ce code moral se répand, il devient sacré, intouchable. Il n'est plus perçu comme une stratégie de survie,
mais comme une vérité absolue. C'est ainsi que le travail moral a été glorifié. L'idée que les bonnes personnes se sacrifient, que les gens honorables servent, que la vertu réside dans l'accomplissement du devoir sans rien attendre en retour. Nous romantisons le travailleur qui ne se plaint jamais, qui dit toujours oui, qui place les besoins des autres avant les siens, sans réaliser que cette narrative profite à ceux qui tirent avantage de leur silence. Nietzsche te dirait « Tu n'es pas récompensé pour ta moralité, tu es pacifié par elle. On te félicite d'être fiable, on te promeut pour être gérable, on te récompense juste assez pour te garder dans l'espoir, mais pas assez pour te rendre indépendant. » Pendant ce temps, la vraie monnaie, la propriété, le contrôle, le pouvoir, restent hors de portée. Pourquoi cette croyance a-t-elle encore autant de pouvoir? Pourquoi des millions de personnes s'accrochent-elles encore à la promesse que la souffrance équivaut à la vertu, que le sacrifice sera vu, que l'obéissance sera récompensée? Parce que cette histoire est belle, parce qu'elle donne du sens à la douleur, parce qu'elle permet d'endurer l'injustice sans la confronter. La moralité des esclaves perdure non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est réconfortante. Et le réconfort est un puissant sédatif. Mais Nietzsche n'écrivait pas pour réconforter. Il écrivait pour réveiller, pour nous forcer à affronter la liberté terrifiante qui vient quand on arrête d'attendre la justice et qu'on commence à créer ses propres conditions. La vraie question commence à se dessiner. Non seulement pourquoi nous a-t-on appris à souffrir en silence, mais qui en profite? Si ce système est si truqué, conçu pour récompenser le contrôle plutôt que la contribution, pourquoi tant de bonnes personnes y croient-elles encore? Pourquoi des millions d'hommes et de femmes travailleurs continuent-ils à courir après une promesse qui tient rarement ses engagements? La réponse n'est pas seulement économique, elle est psychologique. Tout commence tôt, bien avant ton premier salaire. Dès l'enfance, on t'enseigne que le monde est juste, que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, que la justice finit par triompher. Les histoires, les dessins animés, les leçons à l'école répètent tout le même refrain apaisant. Si tu fais ce qui est juste, tu seras récompensé. Sois honnête, sois gentil, sois diligent, et à la fin, la vie aura du sens. Mais il y a un problème. Cette croyance porte un nom. Les psychologues l'appellent l'illusion du monde juste. L'idée que le monde est intrinsèquement équitable, que l'effort équivaut au résultat, que ce que tu donnes te reviendra toujours. C'est une belle idée, elle donne de l'espoir. Elle aide à donner un sens à la souffrance. Mais elle n'est pas vraie. Et s'y accrocher, surtout dans un système conçu pour récompenser le pouvoir, plutôt que les principes, n'est pas seulement naïf, c'est dangereux. Parce que pendant que tu travailles tard, que tu vérifies des tableurs, que tu résous des problèmes que tu n'as pas créés, quelqu'un d'autre apprend à jouer le jeu. Pendant que tu dis oui, que tu restes poli, que tu prends un chiffre supplémentaire, quelqu'un d'autre construit des alliances, étudie les leviers d'influence, comprend exactement comment faire fonctionner le système pour lui. Tu penses être moral, lui est stratégique. Et dans ce monde, la stratégie l'emporte. C'est pourquoi l'ingénieur qui maintient les serveurs en marche est licencié, tandis que le conseiller en réputation avec des connexions politiques est promu. C'est pourquoi l'infirmière perd son bonus de week-end, mais le budget de communication de l'hôpital double. On t'a appris à faire confiance à l'échelle, eux ont appris à sauter les étapes. Et voici où cela devient cruel. Le système ne se contente pas d'échouer à récompenser le travail acharné, il utilise ta croyance en la justice pour te garder à ta place. Plus tu attends que ta vertu soit remarquée, plus tu es facile à contrôler. Parce que ceux qui croient en la justice ne se rebellent pas. Ils ne demandent pas plus. Ils continuent d'attendre la reconnaissance. La justice, c'est un jour qui ne vient jamais. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de mentalité. Il s'agit de comprendre que si tu continues à te guider avec une mauvaise carte, tu n'atteindras jamais la bonne destination. Les règles qu'on t'a enseignées ont été conçues pour produire de bons travailleurs, pas des gens puissants. Parce que ceux qui t'ont appris ces règles comprenaient le jeu. Ils avaient juste besoin de quelqu'un d'autre pour continuer à le jouer. Alors, si le monde n'est pas juste, si la vertu ne mène pas à la victoire, que faut-il faire? Comment survivre sans devenir impitoyable? Comment avancer sans perdre son âme? La réponse n'est pas d'abandonner la moralité, mais d'arrêter de l'idolâtrer, de cesser de traiter le sacrifice comme une stratégie, de réaliser que les bonnes intentions ne sont pas un plan. Dans un monde bâti sur le pouvoir, comprendre le pouvoir fait partie d'être bon. Quand tu ouvres les yeux sur la vérité, que l'équité n'est pas une garantie, mais une histoire qu'on nous a vendue pour nous maintenir tranquilles,
Alors tu peux commencer à écrire la tienne. Pas une histoire de sacrifice aveugle, mais de force consciente. Pas d'obéissance, mais de propriété. Pas d'attente que le monde change, mais d'apprentissage pour changer ta place dans celui-ci. Alors, que fais-tu une fois que tu as vu le mensonge? Une fois que tu réalises qu'attendre une récompense pour ton obéissance est une impasse? Tu ne jettes pas tes valeurs. Tu redéfinis ce que signifie la force. C'est là que beaucoup se trompent lorsqu'ils se réveillent. Ils pensent que l'alternative à être exploité est de devenir sans cœur. Mais Nietzsche ne prêchait pas la cruauté. Il ne te disait pas d'abandonner l'intégrité. Il te disait d'arrêter de confondre la soumission avec la vertu. Sa solution n'était pas de détruire la moralité, mais de surmonter la moralité de la faiblesse. De devenir quelqu'un qui ne suit pas seulement les règles, mais qui en écrit de nouvelles. Quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour vivre avec un but. Dans les mots de Nietzsche, cette personne est l'Ubermensch, l'homme supérieur, pas un tyran, pas un méchant, mais un individu pleinement réalisé, un créateur de valeur, quelqu'un qui s'éloigne des systèmes qui ne le servent plus et construit quelque chose de meilleur à leur place. L'Ubermensch ne reste pas assis à espérer être vu, et il définit son propre sens. Il ne se contente pas d'attendre une promotion, il crée un impact selon ses propres termes. Il comprend le système, mais n'en est pas esclave. Il sait quand jouer le jeu et quand changer les règles. Il comprend que le pouvoir n'est pas maléfique. Il est nécessaire, pas le pouvoir sur les autres, mais sur soi-même, sur sa direction, sur son destin. Tu as vu ces personnes dans la vraie vie. L'entrepreneur qui a quitté un emploi stable pour construire quelque chose d'audacieux. L'investisseur qui a transformé un rejet en innovation. Le bâtisseur qui a cessé de demander la permission et a commencé à prendre des risques. Pense à quelqu'un comme Elon Musk, licencié de l'entreprise qu'il a aidé à créer, considéré comme téméraire par les autres, jusqu'à ce qu'il bâtisse un empire sur la vision, la conviction et le refus d'être gouverné par la peur. Ce qui distingue ces personnes, ce n'est pas seulement le talent ou la chance, c'est la mentalité. Ils n'ont pas attendu que le système les valide. Ils ont cessé de se demander « Quand verront-ils ma valeur ?» et ont commencé à se demander « Pourquoi leur donnais-je ce pouvoir en premier lieu ?» Ce changement, d'attendre à créer, de se soumettre à posséder, c'est le chemin que Nietzsche indiquait. C'est ce que signifie sortir de la cage du travail moral. Mais voici la dure vérité. Sortir de cette cage signifie abandonner quelque chose de profondément confortable, ton attachement à être perçu comme bon. Cela signifie être prêt à décevoir ceux qui profitent de ton silence. Cela signifie être prêt à être seul pendant un temps. Le temps de construire une nouvelle fondation. Cela demande plus que de la confiance. Cela demande du courage. Car la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans l'authenticité. Dans l'écriture d'une vie alignée sur tes valeurs les plus profondes, pas celle qu'un système conçu pour te maintenir docile t'a imposée. Ce n'est pas devenir égoïste, c'est devenir souverain. Alors, pose-toi la question. Que se passerait-il si tu arrêtais d'attendre une récompense et commençais à te récompenser avec la vie que tu veux vraiment? À quoi ressemblerait-il de cesser de demander une place à la table et de commencer à construire la tienne? Tu n'as pas à devenir impitoyable, mais tu dois devenir responsable de ton propre pouvoir. Car une fois que tu réalises que le système ne te sauvera pas, le seul chemin à suivre est de cesser d'être son serviteur et de devenir l'auteur de quelque chose de plus grand. Que signifie l'action après ce réveil? Après avoir vu à travers l'illusion du travail moral, après avoir cessé d'attendre l'équité, après avoir choisi de ne pas abandonner la moralité mais de revendiquer ton pouvoir, que faire ensuite? Cela commence par comprendre ceci. La gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une gentillesse stratégique. C'est une force. Trop souvent, les gens confondent être bon avec être passif. Ils pensent que dire oui, éviter les conflits, mettre les autres en avant les rend vertueux. Mais Nietzsche dirait que la moralité sans conscience n'est qu'une obéissance déguisée. Le but n'est pas de devenir froid ou manipulateur, c'est de devenir conscient, d'apprendre à naviguer dans le monde avec à la fois une boussole morale et une stratégie de survie. La gentillesse stratégique, c'est savoir quand aider et quand partir. C'est lire les gens, pas seulement leur faire confiance. C'est comprendre le contexte, quand parler, quand se taire, quand agir. Cela signifie que tu ne dis pas oui à tout le monde juste pour être aimé. Tu dis oui quand cela correspond à tes objectifs, à ta vérité, à ta force. Car voici la réalité, tous les emplois ne méritent pas ta loyauté. Tous les leaders ne méritent pas ta confiance. Toutes les opportunités ne méritent pas ton temps. Tu dois devenir le genre de personne qui sait quand s'éloigner,
quand une situation ne te sert plus et qui a la force de partir. Partir n'est pas un échec. Parfois, c'est le début de la liberté. C'est là que le pouvoir entre en jeu. Pas comme quelque chose que tu prends aux autres, mais comme quelque chose que tu revendiques pour toi-même. Le pouvoir de créer, de dire non, de construire des systèmes où tu ne fais pas que gagner, mais où tu possèdes, où ton énergie ne sert pas seulement à alimenter la machine de quelqu'un d'autre, mais une mission qui reflète tes valeurs. Cela peut signifier lancer ta propre entreprise, créer un flux de revenus secondaires, apprendre comment fonctionne l'influence, non pas pour tromper, mais pour défendre ta vision. Cela peut signifier apprendre à négocier, poser des limites, dire « je ne ferai plus ça » et le penser vraiment. Ce ne sont pas des trahisons de tes valeurs, ce sont des expressions de ta maturité. Car la vérité est que si tu n'apprends pas à jouer le jeu du pouvoir, tu seras toujours un pion. Mais si tu l'apprends, tu n'as pas à perdre ton âme dans le processus. La clé est d'utiliser le pouvoir comme un outil, pas comme un trophée. Laisse tes éthiques guider ta direction, mais que la stratégie porte tes décisions. Nietzsche l'a dit simplement, le pouvoir n'est pas maléfique. C'est la volonté de devenir plus qu'un serviteur, plus qu'un rouage, plus qu'un simple bon employé. C'est la volonté de devenir l'auteur de ta propre valeur. Et tu ne peux pas le faire si tu traites la moralité comme une cage. Tu dois la traiter comme une boussole qui indique ton nord, pas l'approbation de quelqu'un d'autre. Alors non, ne jette pas tes principes. Ne deviens pas un autre joueur cynique courant après le statut pour le statut. Mais apprends comment le jeu est joué. Comprends les leviers d'influence. Reconnais quand on t'utilise et quand on te voit. Car l'avenir n'appartient pas aux obéissants. Il appartient aux lucides, aux conscients, à ceux qui allient principes et pouvoirs, empathie et audace. Pas à ceux qui attendent que le monde change, mais à ceux qui apprennent à changer les termes de leur propre existence. Si tu as grandi en croyant que le travail acharné suffisait, que si tu gardais la tête baissée, restais loyal et faisais les choses correctement, la vie te récompenserait, il est temps de te réveiller. Pas parce que le travail acharné est sans valeur, mais parce que le travail acharné sans pouvoir, sans stratégie, sans propriété, te maintiendra coincé. Le véritable homme ne se contente pas de travailler. Il voit le système pour ce qu'il est. Il l'étudie, le comprend, et quand les règles ne le servent plus, il en écrit de nouvelles. C'est la différence entre survivre et diriger, entre être un rouage dans la machine de quelqu'un d'autre et devenir l'architecte de ton propre avenir. Si tu es fatigué d'attendre, si tu en as assez du mythe selon lequel le sacrifice suffit, si tu es prêt à penser plus profondément, à agir plus intelligemment et à vivre selon tes propres termes, c'est ici que tout commence.